J'ai bien compris le plan et toutes les règles. Envoie maintenant le texte, et juste après, je publierai la partie 1 du rapport exactement selon tes consignes. Dans la première partie, nous avons laissé planer un mystère autour d'une opération qui a bouleversé bien plus que le ciel d'une seule région. Et maintenant, il est temps d'ouvrir doucement le rideau pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourquoi cet événement est devenu un tournant discret mais majeur, et comment une série de choix technologiques, économiques et humains a transformé une simple nuit en un signal stratégique entendu bien au-delà de la mer Noire. Car ce qui s'est produit autour de la base aérienne de Belbek n'était pas seulement une action ponctuelle, mais une démonstration très claire de la manière dont les équilibres évoluent aujourd'hui, où la valeur ne se mesure plus uniquement en tonnes d'acier, en nombre d'appareils ou en kilomètres de territoire, mais en intelligence, en adaptabilité et en capacité à comprendre l'adversaire avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. Et c'est précisément cela qui rend cette histoire si importante, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et pour le reste du monde qui observe en silence. Le cœur de cette opération repose sur une idée simple mais puissante. Utiliser des systèmes peu coûteux, flexibles et autonomes pour forcer un adversaire beaucoup plus lourd à utiliser des moyens disproportionnés, ce qui crée un déséquilibre non seulement tactique, mais surtout économique et psychologique, car chaque fois qu'un système très cher est activé contre une cible très simple, c'est une petite victoire pour celui qui a compris comment inverser la logique traditionnelle de la force. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque plusieurs appareils sans pilote ont été utilisés pour provoquer, distraire et finalement contourner les défenses aériennes autour de Belbek, ce qui a permis de neutraliser certains éléments clés sans engager de grandes forces, sans exposition directe de pilotes humains et sans déclencher une escalade ouverte qui aurait attiré immédiatement l'attention internationale sous une forme plus brutale. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est que la base de Belbek n'est pas n'importe quelle infrastructure. Elle fait partie d'un réseau qui permet de surveiller, de contrôler et de sécuriser une large portion de l'espace aérien autour de la Crimée et au-dessus de la mer Noire. Ce qui signifie que lorsqu'un maillon de cette chaîne cesse de fonctionner correctement, même temporairement, cela crée un vide qui ne se voit pas forcément sur une carte, mais qui est ressenti immédiatement par ceux qui en dépendent, les équipages, les planificateurs, les autorités locales, et surtout les décideurs à Moscou qui savent très bien que la perception de sécurité est parfois aussi importante que la sécurité elle-même, et qu'une fois que cette perception est fissurée, elle est très difficile à réparer. Les systèmes qui ont été touchés, perturbés ou rendus inopérants ne sont pas de simples machines. Ils représentent des années de développement, des chaînes industrielles entières, des investissements massifs et un symbole de supériorité technologique qui est souvent utilisé dans les discours officiels pour rassurer la population et impressionner les partenaires comme les adversaires, et voir ces symboles perdre soudainement leur aura crée un effet bien plus profond que la perte matérielle elle-même. Car cela oblige chacun à se poser des questions, à revoir ses certitudes, à douter de ce qui semblait immuable. Et ce doute est parfois plus déstabilisant que n'importe quelle perte visible. Du côté ukrainien, cette opération est présentée non pas comme un exploit isolé, mais comme un exemple de la manière dont une stratégie plus large est en train de se dessiner, une stratégie qui ne cherche pas à rivaliser frontalement avec la masse, mais à l'éviter, à la contourner, à la fatiguer, en utilisant la créativité, la technologie accessible et une compréhension très fine des failles humaines et organisationnelles. Car derrière chaque écran, chaque radar, chaque système automatisé, il y a des personnes qui travaillent, qui se fatiguent, qui font confiance à des procédures et qui peuvent être surprises lorsque la réalité ne correspond plus à leurs attentes. Ce qui s'est joué à Belbek montre aussi à quel point le champ de la sécurité est en train de changer pour tous les pays, pas seulement pour ceux directement impliqués dans ce conflit. Car si des systèmes relativement simples peuvent produire de tels effets sur une infrastructure hautement protégée, cela signifie que de nombreuses autres installations dans le monde sont potentiellement vulnérables à des approches similaires, ce qui pousse déjà les experts, les gouvernements et les entreprises à repenser leurs priorités, à investir différemment et à se demander non plus seulement comment se défendre contre des menaces connues, mais comment anticiper des menaces nouvelles, hybrides, qui combinent technologie, information, psychologie et économie. Il est également important de souligner que cette opération n'a pas été conçue uniquement pour produire un effet immédiat, mais pour envoyer un message discret mais clair,
qui dit que les règles du jeu ont changé, que les anciennes certitudes ne suffisent plus et que la supériorité ne peut plus être garantie uniquement par la taille, le budget ou la réputation passée. Ce message est entendu non seulement à Moscou, mais aussi dans les capitales occidentales, à Washington, à Bruxelles, à Berlin, à Paris, où les décideurs analysent chaque détail pour comprendre ce que cela signifie pour leur propre système, leur propre doctrine et leur propre vulnérabilité. Et pendant que ces discussions ont lieu dans les salles de réunion et les centres d'analyse, sur le terrain, la réalité est plus simple et plus humaine. Des équipes travaillent jour et nuit pour réparer, adapter, renforcer, d'autres pour innover, tester, améliorer. Et ce cycle ne s'arrête jamais, car chaque action entraîne une réaction, chaque innovation entraîne une contre-innovation, et ce que nous avons vu ici n'est qu'un instantané dans un processus beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, qui façonne lentement le monde dans lequel nous vivons. Si tu veux continuer à suivre cette histoire, comprendre comment elle évolue, comment elle influence d'autres régions, d'autres choix politiques et économiques, et comment elle pourrait un jour te concerner directement, même si tu vis loin de la mer Noire, pense à t'abonner, à rester avec nous, car ce qui se passe aujourd'hui, en apparence à distance, est souvent ce qui dessine le monde de demain. Et dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large, comment il influence les marchés, les alliances, les discours publics, et comment il révèle des tendances profondes qui dépassent largement le cadre de ce seul épisode. Reste avec nous, car la suite est encore plus révélatrice. Maintenant que l'essentiel est posé, il est important d'élargir encore le regard et de comprendre comment cet épisode s'inscrit dans une transformation beaucoup plus vaste qui touche la manière dont les États pensent leur sécurité, leur économie et même leur communication. Car ce qui s'est passé autour de Belbek n'est pas seulement observé par des analystes militaires, il est aussi étudié par des économistes, des industriels, des responsables politiques et même des sociologues, tous essayant de comprendre comment une action localisée peut produire des ondes qui se propagent très loin, parfois jusqu'aux salles de marché, aux négociations diplomatiques et aux débats publics dans des pays qui n'ont aucun lien géographique direct avec la région. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs instituts de recherche européens et nord-américains ont commencé à publier des notes, non pas pour commenter l'événement lui-même, mais pour analyser ce qu'il révèle sur l'évolution des rapports de force, et beaucoup arrivent à la même conclusion. La capacité à produire rapidement, à bas coût et avec une grande flexibilité devient plus déterminante que la capacité à posséder des systèmes très lourds et très coûteux. Cela ne signifie pas que ces derniers deviennent inutiles, mais que leur rôle change, qu'ils doivent s'intégrer dans un ensemble plus agile, plus distribué, où l'information, la coordination et l'adaptation comptent autant que la puissance brute, et ce changement de paradigme est probablement l'un des plus importants depuis plusieurs décennies. Dans les capitales occidentales, on observe déjà des ajustements. À Londres, à Berlin, à Paris, à Washington, les responsables de la défense parlent de plus en plus de résilience, de redondance, de capacité à fonctionner même lorsque certains systèmes sont perturbés. On parle aussi de la nécessité de mieux protéger les infrastructures critiques, pas seulement les bases aériennes, mais aussi les réseaux énergétiques, les télécommunications, les transports, tout ce qui fait fonctionner une société moderne au quotidien. Car si une perturbation dans un domaine peut en entraîner d'autres, alors la sécurité devient une notion beaucoup plus large, qui touche directement la vie civile, l'économie et la confiance du public. Du côté industriel, cette évolution est également très visible. Des entreprises spécialisées dans les technologies légères, l'intelligence artificielle embarquée, les capteurs, la communication distribuée, voient leur importance augmenter rapidement. Elles deviennent des partenaires clés des États, parfois même plus agiles que les grands groupes traditionnels. Et cette dynamique crée une nouvelle géographie économique, où l'innovation peut venir d'une petite équipe dans une ville moyenne, aussi bien que d'un grand centre industriel, ce qui redistribue les cartes, crée de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles responsabilités. Il y a aussi un aspect humain souvent sous-estimé, car derrière chaque évolution technologique, il y a des personnes qui doivent apprendre, s'adapter, accepter que leur métier change, que leurs compétences doivent évoluer, et cela vaut autant pour les ingénieurs que pour les décideurs, pour les opérateurs que pour les responsables politiques. Et cette adaptation n'est jamais automatique, elle demande du temps, de la formation, de l'ouverture d'esprit, et parfois la capacité à reconnaître que certaines certitudes du passé ne sont plus adaptées au présent.
ce qui est souvent l'un des exercices les plus difficiles pour toute organisation. Cet épisode montre également à quel point la communication est devenue un champ central, car ce qui est perçu, raconté, partagé, peut avoir autant d'impact que ce qui est matériellement observé. Les images, les récits, les analyses circulent très vite, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les cercles spécialisés, et chacun y projette ses propres attentes, ses peurs, ses espoirs, ce qui transforme un événement local en un symbole global, parfois simplifié, parfois exagéré, mais toujours chargé de sens pour ceux qui le regardent. Pour l'Ukraine, cet événement est devenu un élément de narration, un moyen de montrer qu'elle n'est pas seulement dans une position défensive, mais qu'elle est capable d'initiative, de créativité et d'impact, ce qui est essentiel non seulement pour le moral interne, mais aussi pour maintenir le soutien international, car les partenaires veulent voir que leur aide produit des effets, qu'elle s'inscrit dans une stratégie cohérente et qu'elle contribue à quelque chose de plus large qu'une simple gestion de crise. Pour la Russie, au contraire, cet épisode pose la question de l'adaptation, de la capacité à intégrer des signaux faibles, à reconnaître des changements structurels et à ajuster ses priorités, ce qui est toujours plus difficile dans des systèmes très centralisés où l'inertie organisationnelle peut être forte et où la remise en question peut être perçue comme une faiblesse plutôt que comme une nécessité. Et cette tension entre la nécessité de changer et la difficulté de le faire est l'un des fils conducteurs de cette histoire. Et pour le reste du monde, cet épisode est un rappel que la sécurité, la stabilité et même la prospérité ne sont jamais acquises une fois pour toutes, qu'elles reposent sur des équilibres fragiles, sur des choix continus et sur la capacité collective à comprendre un monde qui change de plus en plus vite, ce qui demande non seulement des moyens, mais aussi une attention, une réflexion et une responsabilité partagée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ressens sans doute que cette histoire dépasse largement le cadre d'une seule région ou d'un seul événement. Et c'est exactement pour cela qu'elle mérite d'être suivie, discutée, analysée. Car elle parle de notre avenir commun, de la manière dont les sociétés s'organisent, se protègent, coopèrent ou s'opposent, et de la place que la technologie, l'économie et l'humain y occupent ensemble. Alors, reste attentif, reste curieux. Car ce qui se joue aujourd'hui, dans des lieux qui semblent lointains, est souvent ce qui façonnera très concrètement le monde dans lequel nous vivrons demain.